Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je vous présente Miguel-Ange Sarmiento. Miguel-Ange est auteur, comédien, producteur de spectacles, metteur en scène et coach vocal. Je l'ai rencontré lors de la représentation de son spectacle « Mon petit grand frère » qu'il joue au théâtre Essaillon à Paris tous les lundis jusqu'au 9 mai. Il y raconte de façon poignante la mort de son grand frère qui s'est noyé à l'âge de 5 ans alors que lui-même n'avait que 2 ans. Il a grandi dans le chaos émotionnel familial où un silence de plomb a entouré cette mort tragique. Nous allons parler ensemble de comment grandir et se construire après un tel drame quand on est un petit garçon, celui qui reste entre 2 parents inconsolables. Bonne écoute. Bonjour Miguel-Ange. Bonjour Gaëlle. Oh, quelle voix incroyable. C'est la voix du matin. Bon, tu es un peu enrhumé aujourd'hui, mais je pense que ça va aller quand même. Oui, la voix est là. La pensée est là, au moins, la pensée. Alors tu sais, en fait, en début d'épisode, j'ai une question rituelle que je pose à mes invités, qui est de me raconter leurs premiers souvenirs de contact avec la mort et de l'empreinte qu'il a laissée sur eux. Et avec toi, ça ne va pas faire l'objet d'une seule question, mais de tout notre épisode, puisque, comme je le disais en introduction, tu as créé une pièce autour d'un drame qui est arrivé quand tu étais tout petit. Et aujourd'hui, tu as 50 ans passés. Oui, bientôt 54. Et si je donne ton âge, c'est pas par hasard, parce qu'il aura fallu 50 années pour que tu mettes en mots, en musique et en scène ton histoire de résilience et de deuil. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce 9 mars 1971, quand tu n'étais encore qu'un tout petit bout de chou de 2 ans ? Oui, j'avais même pas 2 ans, j'avais 21 mois et je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas, mais et pourtant c'est le souvenir qui est en moi le plus profond. Je ne m'en souviens pas visuellement. Je ne m'en souviens pas, j'ai pas d'image, mais je sais combien cet événement est resté marqué en moi. C'est comme si j'avais reçu un coup sur la tête et que j'en vibre encore. Donc voilà, cette image m'est venue récemment. Je suis encore en train de vibrer de cet événement-là où mes parents ont assisté à la mort de mon frère. Enfin, ils n'ont pas assisté à la mort de mon frère. Ils l'ont vécu et ils sont allés chercher mon frère dans le bassin dans lequel il était mort. Donc oui, ils ont assisté au passage de l'autre côté. J'appelle ça de l'autre côté de mon frère, qui a été évidemment un drame indicible. Il y a des recherches qui ont été faites et qui démontrent justement qu'un traumatisme s'inscrit durablement au niveau cellulaire. Et quand tu parles de vibrer encore ce drame, ça parle vraiment de ça, de cette mémoire du corps. Tout à fait, vraiment vibrer le drame. Je trouve que le terme est juste et il me plaît. Effectivement, on en vibre encore. Et je pense que les endeuillés que nous sommes, et nous sommes tous des endeuillés parce que nous perdons tous au fil de la vie, nous perdons des gens qui comptent pour nous. Je pense que dans le cas de la mort d'un enfant, qui est pour moi quelque chose de je pense que c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain, c'est de perdre un enfant. Quand on perd son père, sa mère, c'est un peu dans l'ordre des choses. Perdre un frère et une sœur, c'est
c'est très 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 douloureux. On l'a négligé pendant longtemps. Hein. C'était très nouveau qu'on s'intéresse à la fratrie. Mais perdre un enfant, je pense que c'est le summum de l'insupportable. Et donc j'ai assisté moi en direct à ce moment où mes parents ont pris conscience, ont réalisé ce qui venait d'arriver. Et donc forcément le petit garçon que j'étais en vibre encore. On va parler de ton histoire et de ta construction après ce décès, mais qu'est-ce qui aujourd'hui a fait que, en fait, c'était vital de sortir cette histoire de toi, de la proposer au public? À l'approche des 50 ans de l'anniversaire, le terme est tellement, c'est particulier de dire anniversaire de la mort, mais c'est ça. À l'approche de l'anniversaire de la mort de mon frère, donc 1971-2021, 50 ans, j'ai eu le besoin, mais un besoin irrépressible, le besoin incontrôlé d'en savoir plus. On dit bien irrépressible, c'est ça? Oui. Pardon. Le besoin incontrôlé d'en savoir plus. Donc je me suis mise en quête d'en savoir plus sur le drame, comment ça s'est passé, qui étaient les acteurs de tout ce tsunami qui est arrivé. J'étais curieux de savoir ce que j'étais, moi, ce petit garçon de 21 mois, entre les bras de qui j'étais. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, puisque je sais que mes parents étaient assommés. Et donc, je me souviens, d'après les années qui ont suivi, évidemment, le chaos dans lequel nous avons continué d'avancer. Mais ce moment, l'épicentre du tremblement de terre, je voulais savoir comment je l'avais vécu et qui l'avait vécu avec moi. Et j'en ai parlé avec mes parents, j'ai fait parler mes parents. C'était pour moi la chose la plus dure, celle que je n'aurais jamais imaginé faire parler mes parents de la mort de mon frère, de l'événement en lui-même, et ils se sont même dit des choses, ou ils se sont entendus dire des choses l'un à l'autre qu'ils n'avaient jamais dites auparavant, parce que le tabou, parce que la douleur insupportable. Mais voilà, j'ai provoqué la parole. J'ai provoqué la parole chez eux. J'ai posé des questions. Ils ont répondu à mes questions. Ils ont affirmé des choses. Et puis, je suis retourné dans mon village où a eu lieu le drame. Et j'ai fait une enquête. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Et donc, j'ai rencontré des personnes que j'ai croisées toute ma vie à Riance. Des gens que j'ai croisés toute ma vie, mais qui n'en avaient jamais parlé avec moi. Je pense notamment à Bernadette, la Bernadette Pinto, que tout le monde connaissait. C'était la directrice de la maison de retraite. Je ne savais pas combien Bernadette Pinto avait été très très proche de mes parents pendant le drame, allant jusqu'à les accompagner jusqu'à la frontière, me tenant dans les bras. C'est elle qui me tenait dans les bras quand on est parti de la maison. Je ne savais pas, et j'ai croisé cette dame-là toute ma vie. Et voilà, Thérèse Strino, qui elle a été celle qui a, je le dis dans mon texte, elle a guidé les premiers pas de zombies de mes parents. C'est elle qui les a aidés. Je le savais plus ou moins, mais voilà. Et puis d'autres personnes, les pompiers, et voilà. Donc je suis allé dans mon village, je prenais mon petit café tous les matins au bar du village, et puis on me disait, un tel était là, un tel était là. Les gens que j'ai croisés toute ma vie, mais qui n'ont jamais parlé. Et donc, du coup, j'ai reconstitué l'histoire, j'ai reconstitué à partir de ces éléments, avec 50 ans de recul, mais avec beaucoup d'émotions chez eux, hein, parce que j'ai vu l'un des pompiers aux angles du bar me dire, mais si tu savais ce que ça a provoqué de voir 2 enfants morts qu'on ne peut pas réanimer. Et ça faisait 50 ans, les larmes aux yeux, me disait-il. Donc voilà, je suis allé chercher la parole et les souvenirs des uns et des autres, et j'en ai fait ce texte-là pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce que c'était vraiment un accident? Est-ce que ça aurait pu être évité? Avec tout le conditionnel que l'on peut mettre quand on traverse une épreuve comme celle-ci, on se dit si, oui, mais si. Voilà, on ne peut pas refaire l'histoire. Dans tous les cas, comprendre comment ça s'est passé, je pense que ça éclaire et ça peut apaiser. Et puis ensuite, suite à ce texte que j'ai mis en forme, j'ai eu besoin aussi de
provoquer une messe, faire une messe, rendre hommage à ses deux enfants, puisque mon frère est mort avec son meilleur petit ami de son âge, un petit garçon, Jean-François. Donc avec l'autre famille, avec la famille de Jean-François, avec sa maman, nous sommes allés leur rendre hommage le jour des 50 ans de l'anniversaire de la mort, chose qui n'avait jamais été faite, pour X raisons. Alors je ne suis pas particulièrement croyant, je pense. J'en veux beaucoup à Dieu. Je le dis dans mon texte, j'en veux beaucoup à Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que je suis imprégné d'une culture judéo-chrétienne culpabilisante et que nous sommes arrivés avec des œillets blancs pour leur offrir des œillets blancs à ces enfants, et les gens du village sont venus 50 ans après, et certains amis de mon frère ou de Jean-François. Donc pardon, je m'étends un peu, je vais un peu plus loin, mais voilà, c'est ce qui a fait que j'ai eu besoin de reconstruire l'histoire, de penser, de poser des pansements un peu sur ça, comme si je pouvais endiguer un peu la douleur de mes parents, et j'avais envie aussi de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là pour moi. Mais j'étais où? Qui me tenait dans les bras quand on a ramené le corps de mon frère inanimé et bleu, parce qu'il est mort noyé dans la maison? Qui s'est occupé de moi, un enfant de 21 mois? Où est-ce que je suis allé quand mes parents sont partis à l'hôpital? Voilà, c'est égoïste au départ. Mais qu'est-il advenu de moi à ce moment-là? On comprend qu'il y a eu cette chape de plomb, ce silence effroyable, à la fois une incapacité de tes parents de mettre des mots, mais aussi de la part du reste du village, des amis. Comment est-ce que on se construit quand on est un petit garçon et qu'on grandit, qu'on vogue dans un tel climat? Oui, de ces silences. Je crois que ce qui m'a sauvé, avec le recul maintenant, avec l'expérience de cette pièce, avec l'expérience de cette prise de parole, je crois que ce qui m'a sauvé, c'est l'amour. L'amour de mes parents. L'amour inconditionnel de mes parents, et l'amour que j'ai pour eux. Mais j'en parle aujourd'hui, 51 ans ou 52 ans plus tard, après l'expérience de cette scène, et je me rends compte, oui, parce que quand advient un drame tel que le nôtre, on sait que beaucoup de familles se disloquent. Mmh. De parents se séparent parce que la douleur est insupportable, l'effet de miroir est insupportable. Donc j'ai eu quelques bâtons de résilience. Alors c'est très à la mode de parler de la résilience. Je ne savais pas moi-même que j'étais un enfant résilient. Le travail en psychanalyse m'a permis de le connaître, de connaître ce terme il y a plus de 20 ans en arrière, avant qu'il soit très très utilisé, très à la mode. Mais j'avais mes bâtons de résilience qui étaient ma grand-mère maternelle, qui était Noël dans mon village, une amie de mes parents, une femme qui a été très très bonne avec moi et qui m'a apporté beaucoup de chaleur. Et puis j'ai eu ce goût, ou dans tous les cas ce besoin d'apporter ou d'essayer d'apporter de la joie à mes parents en faisant du spectacle, en étant sur scène, en chantant. Pour moi, chanter, prendre la voix a été ma thérapie, a été ce qui m'a permis de prendre le dessus et de me dire que on pouvait m'entendre. Donc je passe ma vie, quel beau lapsus, je passe ma vie à faire en sorte qu'on entende ma voix. Peut-être que à ce moment-là, on n'a pas entendu ma voix au moment du drame. Peut-être, je suis en train de répondre à la question. Et effectivement, je me suis accroché à la voix, je me suis accroché à... Et puis quand on n'a pas d'autres repères, on a l'impression que c'est normal. Moi, quand nous sommes revenus en France, après que mon frère soit inhumé en Espagne, mes parents, on devait retourner en Espagne, et finalement on est resté ici parce que les conditions économiques faisaient qu'il fallait recommencer à zéro, et que mon père a jugé bon qu'il fallait retourner en France, revenir en France. Et nous étions assez isolés finalement. Isolés parce que la famille était en Espagne. Et puis, quand on s'intéresse un peu à la mort d'enfants dans une famille,
inconsciemment, il y a un effet culpabilisant terrible pour les parents qui peuvent soupçonner un regard un peu inquisiteur de la part de la société, de la tribu. Et je pense que il y avait un accord tacite entre la tribu, le village, et mes parents. On ne parle pas, on n'en parle pas. D'un côté parce que on pourrait les blesser, on pourrait le faire mal, et puis il y a cette culpabilité terrible qui fait que on pourrait reprocher à des parents de ne pas avoir fait le nécessaire pour que l'enfant ne parte pas. Donc voilà. Alors quand on connaît ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes presque ancestraux, hein, donc du coup ça apaise un peu. Mais bon, moi quand j'étais enfant et que je n'avais aucune idée de ce qu'était la psychanalyse, de ce qu'était l'explication des faits, je gérais. Je me demande c'est ce qui me permettait de tenir le coup. Je crois que c'est être sur scène, amuser la galerie, comme je l'ai toujours fait et que je continuerai à faire jusqu'à. D'ailleurs, je le dis dans mon spectacle. Ça me fait bizarre de parler d'un spectacle, mais c'est le terme. Hein. Je le dis. Je fais assister à ce moment précis où quand on ramène mon frère inanimé à la maison, où je dis que c'est à ce moment-là que je décide d'être un artiste. Parce que c'est là, c'est ce moment de bascule où tu seras un artiste, mon fils. Là, mes parents m'ordonnent. Pour moi, dans mon imaginaire, et mes parents m'ordonnent de devenir un artiste, de prendre la parole et pour tout supporter. Sinon, c'est insupportable. Tu dis dans ton spectacle que le bonheur était là, mais qu'il est parti sans se retourner. Et tu as choisi de personnifier le bonheur, d'ailleurs, ce que j'ai trouvé très puissant, et tu le supplies d'attendre un peu avant de quitter définitivement la maison. Oui, on me parle souvent de cette idée que j'ai eue, mais qui n'était pas du tout choisie, qui n'était pas recherchée dans tous les cas, de personnifier le bonheur. Alors, oui, je le personnifie, je l'identifie ce moment du 9 mars pendant que je prends le goûter avec notre maman souriante. Je dis c'est la dernière fois que je verrai vraiment ma mère sourire, et je ne le savais pas. Mais en même temps, j'observe et je suis le seul en fait. J'imagine que je suis le seul à voir que le bonheur est en train de se faire la malle. Et je lui implore de rester. Je lui implore de rester parce que mon père va arriver, ils vont sûrement s'entendre. Mon père va arriver parce que mon père, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des heures supplémentaires pour le bonheur, pour que nous on ait plus d'argent, pour qu'on puisse vivre mieux, voilà. Donc il y a un deal avec le bonheur, c'est tu restes, tu vois bien qu'on fait des efforts pour être heureux, hein. Et puis finalement, il part. Il part sans se retourner à jamais parce que le bonheur ne revient pas dans une maison endeuillée. On apprend à vivre différemment, mais le bonheur ne revient pas. Et ensuite, vers la fin de la pièce, je me retrouve nez à nez avec le bonheur. Et alors là, c'est un règlement de compte. Là, j'exprime une rage qui me dépasse. Et alors, une phrase que je dis dans le texte qui avait choqué l'une de mes amies qui m'avait accompagné dans la relecture, voilà. Il me faudra déjà 50 ans pour accepter que tu ne reviendras jamais. Et peut-être ma vie entière. Et mon ami m'avait dit, mais peut-être ma vie entière, mais c'est terrible cette phrase-là. Oui, je pense que l'on peut, après, l'idée que l'on se fait du bonheur, est-ce que c'est un état constant ou ce sont des petits bonheurs successifs? Dans tous les cas, le bonheur, tel qu'on peut l'imaginer, de manière un peu, comment dirais-je, comme n'importe quel kidam pourrait l'imaginer, et dans tous les cas, celui-ci ne revient pas et je le confirme. C'est de l'ordre de l'insouciance, de l'ouverture à la vie pleine d'espoir? Oui, c'est-à-dire que actuellement, par exemple, je pourrais dire que autour de moi, ça va plutôt relativement bien en termes d'émotions. Voilà, et donc je me dis tiens, ça va bien ou ça va mieux.
Mais je guette, je suis aux aguets, je dis qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Chat échaudé craint le froid, c'est l'eau froide. L'eau froide, c'est ce qu'on dit. Donc je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai la crainte. J'ai la crainte que le bonheur ou ce qui pourrait lui ressembler ne s'évade à nouveau. D'ailleurs, quand je parle de ce face à face avec le bonheur quand il revient, enfin ou qu'il me fait un petit coucou où je l'aperçois à la fin de mon monologue, je lui dis tu ne m'as envoyé que de pâles copies de toi, le bonheur. Et mais moi-même, au début, on parlait de ce besoin irrépressible qui m'est venu d'écrire, parce que moi, je ne suis pas auteur au départ. J'ai eu besoin d'écrire, mais comme j'avais besoin de vomir. C'était quelque chose qui venait de l'intérieur et qui me faisait pleurer. Et je me disais, mais c'est pas possible. Plus j'écrivais, plus je pleurais. C'était un acte masochiste, presque. Il y a certaines phrases qui étaient douloureuses à écrire. Comme par exemple, et pourtant, et peut-être que tu ne reviendras jamais. Physiquement, ça m'a fait mal d'écrire cette phrase-là. Alors tu es devenu un ado, un jeune homme, un homme. Pendant cet apprentissage de la vie d'homme, est-ce que tu t'es questionné pour être soutenu? Tout à l'heure, tu parlais de psychanalyse. Est-ce que tu as pu faire un travail avant ce moment d'écriture viscérale, comme tu le qualifies, pour t'aider dans ce deuil? Et déjà, est-ce que tu avais conscience d'être en deuil ou pas du tout? Comment tu t'es construit avec cette plaie béante qui était la tienne? Quand j'étais enfant et adolescent, c'était en montant sur scène dans mon village où je suis devenu, entre guillemets, une star, mais je croyais que c'était parce que voilà, les gens avaient besoin juste de s'amuser. Non, c'est parce que je suis aussi le survivant. Mmh. Il y a une histoire très forte avec ce village qui avait passé le corbillard et moi dans les bras de mes parents. Enfin voilà. Donc c'est comme si j'avais eu besoin inconsciemment de réparer le village même et donc d'amuser le village. Donc très tôt j'étais au village, je montais sur scène dès que l'occasion me le permettait et surtout je suis allé sur la scène de l'église de mon village qui a été ma première scène, l'église de Riance, où très tôt à l'âge de 8-9 ans j'ai commencé à lire les évangiles. Je comprenais rien mais je lisais les évangiles. Alors je me faisais tout beau, j'allais à l'église et puis surtout je sortais de chez moi. C'était quand je parle de la famille Tombeau, de la maison Tombeau, c'était un peu ça. Et donc j'ai erré de désir en désir de voix, de prendre la voix, VOX, aller vers ça. Et puis je pense que comme je n'avais pas d'autres repères, je ne parlais avec personne. Moi, j'en en parlais avec personne. C'est-à-dire que mes parents n'en parlaient pas entre eux. Ils n'en parlaient à personne. J'ai appris plus tard qu'ils n'en parlaient à personne. Ma mère m'en a parlé. Elle m'a dit que à l'adolescence, vers 12-13 ans, je lui ai demandé de ne plus m'en parler. Mais je pense que c'était insupportable pour moi. Il fallait que je me fasse moi-même. Il fallait que je me modèle. Donc voilà. Et puis après, on est pris dans le cursus de la vie avec l'école, les impératifs qu'impose la société. Et puis quand je suis parti 1 an à l'étranger après mon bac. J'ai eu une bourse d'études pour partir au Canada et c'était en 87, donc il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Je me demande mais comment j'ai fait pour rester 1 an sans voir mes parents. J'ai même refusé de les revoir pour Noël. Je suis resté 1 an loin parce que c'était insupportable. Maintenant j'en serais incapable, mais je suis parti parce que c'était pour moi une façon de survivre. Et quand je suis revenu, le jour même, je me suis rendu compte que rien n'avait changé. Et donc, et que la douleur était aussi intense, que ma mère était toujours dans cette colère, dans cette douleur insupportable, et mon père dans son silence. Et donc, je me suis écouté, heureusement, et j'ai décidé de passer des auditions, des castings. Je savais même pas ce que c'était. J'étais dans mon petit village, à Riance, dans le Var, et je suis monté à Paris. Je suis monté à Paris, et à Paris, j'ai traversé la période des années 90, entre 90 et 2000, 2010. Pendant 20 ans, ça a été très chaotique. Je vivais mes angoisses de manière assez explosive parfois. J'ai eu la chance de ne pas tomber dans la drogue,
ni dans l'alcool, ce qui aurait pu être un moyen pour moi de m'évader. Hein. J'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour les personnes qui sont dans la drogue ou dans l'alcool parce que souvent c'est un anesthésiant dont ils ont besoin pour supporter la vie, pour supporter le malheur. Moi, ça s'est traduit par une boulimie de travail. Je n'ai cessé de travailler. J'ai la réputation de quelqu'un qui travaille beaucoup, avec plein de projets. Donc, projet sur projet, j'enchaînais. Je travaillais. Je travaillais. J'étais dans une hypersexualité qui me débridait, qui je pensais m'apaisait, mais ne m'apaisait pas du tout. Donc, et c'est au terme de 15 années de psychanalyse avec un très bon thérapeute spécialiste du deuil chez l'enfant qui m'a permis je pense, de ne pas commettre l'irréparable. J'en parle aussi dans mon texte. Je dis, je me suis accroché de divan en divan pour ne pas te rejoindre plus tôt que prévu, pour ne pas rejouer la scène du drame. Donc, je me suis accroché à ça et je me suis accroché aussi à ce que je ressentais sur scène, qui est l'endroit où, pour moi, il faut être le plus juste possible. Il s'agit d'être le plus juste possible dans la vie, mais c'était pour moi le seul moyen de m'en sortir. La psychanalyse, est-ce que c'est toi qui as eu à un moment donné ce sursaut de dire j'ai besoin d'aide ? Oui, tout à fait. Mais j'avais même pas 18 ans, je ne savais même pas ce que c'était qu'un psychanalyste, un psychologue, un psychiatre. J'avais 18 ans, j'étais à la fac de Aix et je demandais à mon amie d'enfance, ma meilleure amie Carole, je lui disais mais faut que je trouve un psy. On était à Aix-en-Provence. Elle me disait mais vous imaginez, c'était en 87, 88, on n'avait pas la même notion de la psychanalyse. Et donc je nous revois dans les rues d'Aix-en-Provence. C'est trouver un psychanalyste ou un psy, on va dire un psy. Et donc, je savais que mon salut ne passerait que par ça. J'avais cet instinct. Pourtant, il n'y a pas eu de psy. On n'a pas été accompagné par des psys. Malheureusement, pendant ce drame, c'était les années 70, ça n'existait pas. Même si je dis dans ma pièce que ma mère m'a emmené voir un psychiatre à l'âge de 5 ans, ce que je ne savais pas, je l'ai appris en faisant cette enquête, justement. Mais dans tous les cas, les psys ne nous ont pas accompagnés parce qu'ils n'étaient pas là, parce qu'on ne les a pas sollicités. Et puis, et très tôt, et donc quand je suis arrivé à Paris à 19 ans, 20 ans, j'ai eu la chance, suite à mes démarches, passant par la Société psychanalytique de Paris, de tomber sur un excellent thérapeute qui m'a accompagné pendant 15 ans. 15 ans de psychanalyse à 2, 3, parfois 4 séances par semaine. C'est dire à quel point j'étais en danger. Et donc, on me dit, oui, avec ça, tu aurais pu t'acheter un appartement à Paris. Oui, je pense que j'aurais pu aussi ne pas survivre si je n'étais pas passé par là. Et donc, j'ai eu toujours ce besoin et je me souviens et je pense que les périodes les plus dures, les plus troubles, les plus où j'étais en danger, sont les périodes où j'étais au cœur de ma psychanalyse. Mais il fallait passer par là. Et puis je pense que à force, j'ai développé une acuité et j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui, au niveau de professionnel, mais pour travailler l'artiste que je suis sur scène, m'ont donné des outils, ou dans tous les cas, m'ont fait aiguiser mes outils les plus subtils et les plus justes pour délivrer une parole juste sur scène. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que je fais. Je le dis, je l'affirme. Qu'est-ce que ce travail d'enquête a permis au sein de la famille et au sein du couple de tes parents ? Est-ce que ça a permis d'ouvrir le dialogue ? Tu disais tout à l'heure qu'il s'était dit des choses pour la première fois. C'est très fort. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'écosystème familial ? Sûrement. Mes parents sont âgés maintenant et ils n'ont pas voulu voir la pièce. À ce jour, au moment où je parle, ils n'ont pas voulu. Et je les entends et je les comprends, je respecte leur choix. J'ai été très fort
pendant le moment où j'allais à la pêche à l'information, quand j'entendais des choses, j'ai été très fort. À ma grande surprise, je me suis pas effondré. Mais là, maintenant, je n'ai plus, je ne suis plus dans cet état hypnotique qui me permettrait de me protéger. Donc, je pense que j'aurais beaucoup de mal aussi à partager ces images avec eux, parce que ils vivent en Espagne, ils ne pourraient pas voir la pièce. Peut-être, c'est une supposition. Qu'est-ce que ça a changé dans notre écosystème? Je pense qu'on peut en parler encore plus librement. C'est-à-dire, quand je vais en Espagne, je leur dis, je rentre à Paris pour jouer la pièce de mon frère, la pièce de José Manuel. Je parle de la pièce, on en parle. Il y a les photos du spectacle qui sont chez moi. Voilà. Avant, c'était essentiellement les photos de mon frère. Là, maintenant, ce sont les photos du spectacle. Nous sommes tous les deux dans ce petit camion. Donc, est-ce que ça a apaisé des choses chez eux? Ma mère me dit que j'ai du courage. Le courage, j'ai beaucoup de courage pour parler de ça. Mon père, plus discret, moins expansif que ma mère, quoique ces derniers temps, il se met à me raconter, à me re-raconter ce qu'il m'a dit, et puis il affirme des choses parce que mon père est dans... il y a des choses qui n'étaient pas très claires dans cet accident, et mon père se pose des questions, donc il me pose des questions, il se les pose encore, il me dit haut et fort qu'il se pose des questions, que peut-être des choses auraient pu être... peut-être que l'accident aurait pu être évité. On est toujours dans cette supposition conditionnelle qui nous permet peut-être de respirer un peu. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'automne de leur vie, je pense que ça ne peut que faire du bien. Le fait de parler. Certes, je note qu'il y a effectivement un apaisement qu'il n'y avait pas avant. Je pense que je vais prendre encore plus soin d'eux parce que il y a moins de tabous, il y a moins de non-dits. Donc on peut se dire combien on s'aime et voilà. Tu parlais à l'instant de photos de ton frère. Tu racontes qu'elle trônait dans ta chambre après son décès. Et dans la pièce, tu mets en scène un rituel, ton rituel, qui est tellement signifiant par rapport au désarroi et à la solitude de ce petit garçon que tu étais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce que je raconte à ce moment-là de la pièce où j'énumère tout ce que je faisais avant de m'endormir, à savoir embrasser la photo de mon frère, puis embrasser les 3 chatons dans leur berceau en porcelaine blanche, puis les petits galets qui sont là, puis je me souviens de cette ambiance si particulière quand j'allais m'endormir, où j'avais besoin de me rassurer moi-même. Mes parents ne pouvaient pas le faire. Et je ne savais pas qu'ils ne pouvaient pas le faire, je n'en voulais pas. Simplement, j'étais seul dans cette chambre, où d'un côté il y avait mon lit, de l'autre côté il y avait la commode, comme de lits jumeaux. Mes parents ont toujours mis des lits jumeaux dans notre maison en Espagne. En France, non, mais c'était pas la peine puisqu'il y avait un autre lit jumeau qui était la commode. Je n'aurais jamais imaginé que je raconterais ça un jour à qui que ce soit. Même pas dans l'intimité. D'abord, je pense que je ne pensais pas à quel point c'était important, à quel point ça avait été prégnant pour moi. Et puis par pudeur, je n'aurais jamais raconté quelque chose d'aussi pudique. Et là, quand je suis sur scène avec la photo de mon frère, je joue avec lui tous les soirs, et quand je raconte ce que je faisais dans ma chambre, c'est-à-dire embrasser, j'avais un tel besoin de me rassurer. Je dis que je le rassure, mais c'est moi que je rassure, évidemment. Donc j'embrassais tout. J'en venais jusqu'à embrasser les tomates, embrasser les pieds du lit, embrasser embrasser les livres, embrasser le globe terrestre. C'était une angoisse comme ça qui allait crescendo. Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est allé en crescendo. Au fur et à mesure, j'avais besoin de plus en plus. Et donc du coup, je reculais le moment de m'endormir. J'ai un problème avec le sommeil, comme beaucoup de gens, mais j'arrive à identifier qu'effectivement, je repousse toujours le sommeil, le moment du sommeil, parce que ça me ferait tomber ailleurs où je ne peux pas contrôler.
Donc, je suis vraiment surpris et même je me dis, mais quelle audace, quelle insolence d'oser raconter ça, raconter ce moment où j'avais besoin de me rassurer. C'est un TOC, en fait, c'est ce qu'on appelle un TOC. Et j'avais des TOC, mais je ne savais pas. Là non plus, c'était pas identifiable, j'en parlais à personne. Donc c'était pas identifiable, mais je me souviens de l'angoisse et l'oppression que je ressentais le soir avant d'aller me coucher. Ça a duré, je pense, des années. Et je pense que c'est sûrement lors d'un déménagement ou voilà, où il y a eu un changement de cet ordre-là qui m'a permis justement de passer à autre chose, ou peut-être passage à l'adolescence. Enfin, dans tous les cas, il y a eu un événement. L'événement a dû être assez fort ou hormonal, c'est-à-dire je passais de l'enfance à l'adolescence, ou voilà, ou factuel. Nous avons changé de lieu, voilà. Et à ce moment-là, voilà, je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait ailleurs, seulement rue de la Rode avec cette armoire incrustée dans le mur, et c'était terrible de voir l'heure et je voyais arriver l'heure, je voyais l'heure défiler sur des petits radios réveil, tu vois, avec les chiffres en rouge, et quand il y avait 222, 22h22 pour un gamin, c'était tard déjà, et je me disais oh là là, il faut que je finisse, quoi, il faut que je finisse, mais je pouvais pas finir, je ne pouvais pas me coucher tant que je n'avais pas embrassé, rassuré. Donc je ne m'étais pas rassuré moi-même. Ah, mais rien que de t'entendre en parler, ça me donne la chair de poule parce que je ressens tellement ce petit garçon qui a trouvé sa propre parade, son propre stratagème pour faire face comme il pouvait à la situation. Et d'ailleurs, déjà, tu en parlais tout à l'heure de ce que tu qualifiais de maison tombeau. C'est quand même tellement puissant et tellement effroyable en même temps. Et tu racontes que la table était dressée pour 4 parce que oublier l'absent, c'était inenvisageable. Et qu'en fait, celui qu'on oubliait, eh ben, c'est toi, Miguel-Ange, comme le jour de tes 20 ans, par exemple. Oui. C'est arrivé quelques fois que mes parents oublient mon anniversaire. Mais comme je le dis, et je le pense vraiment, je ne leur en veux pas. Alors je ne dis pas que sur le moment c'était facile à accepter, surtout la première fois, mais fêter mes anniversaires, c'était fêter autant d'années que mon frère était parti. Et donc quand je dis que je revois cette photo de ma mère avec une allumette entre les doigts qui regarde l'objectif et moi à côté je gonfle mes joues, c'est c'est cette photo dont je parle qui fait partie d'une scène de ma pièce. Elle allumait des cierges sur mes goûters d'anniversaire. C'est pas des bougies, mais des cierges. Donc, comment leur en vouloir si ce n'est... on peut pas, je ne pouvais pas leur en vouloir. Je ne leur en veux pas d'ailleurs. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Je pense que eux auraient aimé souhaiter, mais c'est leur cerveau qui anesthésiait ce moment-là, dont on ne peut pas fêter. Bon, voilà, le bonheur n'était plus là. Il faut être heureux pour fêter les événements. Et puis laisser place à la vie aussi. Oui. Mais c'est le combat de toute une vie, hein, sans jeu de mots, de laisser place à la vie. Et ça, je pensais qu'en vieillissant, tout ça s'éloignerait et pas bizarrement, parce que quand on s'intéresse un peu à la psychanalyse, quand on s'intéresse un peu à ce que provoque le deuil chez quelqu'un, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que je suis encore plus sensible au sujet aujourd'hui. J'en vibre encore, on en parlait au début de l'émission, j'en vibre encore pour laisser la place de la vie, pour laisser de la place à la vie. Et laisser de la place à la vie, c'est accepter de mourir. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis donné pour mission de ne pas mourir avant mes parents. Donc, est-ce que je vis vraiment ? Est-ce que je vis vraiment ? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Je pense que le fait de ne pas accepter sa mortalité fait que on peut pas vivre, on ne peut pas être vraiment dans la vie. Alors je regarde la vie avec espérance. J'ai eu la chance d'être très entouré, d'avoir des gens que j'aime et qui m'aiment, et je le sens profondément. Les gens très proches, ils sont pas nombreux, hein, 3, 4. J'ai beaucoup d'amis autour de moi. Je me sens aimé. Je me sens aimé de mes parents. Et j'ai mes 2 filleules qui sont pour moi
le regard vers l'espérance, vers le futur, et en qui je projette beaucoup, beaucoup d'amour, et qui me donne toute petite lueur d'espoir et qui me disent ne sois pas si pessimiste. Il faut que la vie continue et que la joie continue, que la joie revienne. Le spectacle, c'est vraiment, je trouve, une très belle déclaration à la vie, à tes parents, à ton frère et aussi à toi, à Miguel-Ange, à cette pulsion qui t'a amené aujourd'hui à transcender cette épreuve qui aurait pu être destructrice, hein, tu l'as dit, qui a été effroyablement douloureuse, mais sur laquelle tu t'es construit et qui a fait que aujourd'hui tu as cette capacité à rassembler des gens qui viennent te voir pour écouter ton histoire, pour découvrir ton texte, appuyé par des musiques magnifiques. Hein. Moi, à la fin de la pièce, j'étais en larmes. Et du coup, tu participes à libérer la parole et à permettre un espace de dialogue et d'échange. Et ça, c'est vraiment précieux. C'était inespéré, dans tous les cas, ce n'était pas voulu. Je n'ai jamais pensé fédérer autour de ce texte-là. Parce que au départ, quand je l'ai écrit, c'était un besoin viscéral de l'écrire, d'en savoir plus. J'ai lu quelques extraits à des amis qui m'ont dit mais c'est formidable, vas-y, continue. Donc ça m'a encouragé. J'en ai fait une lecture devant une amie psychanalyste qui m'a dit je t'ai écouté avec tous mes fantômes, vas-y. J'avais besoin d'être légitimé par les uns et les autres, et finalement j'en ai fait ce texte sur scène. Et effectivement, le retour que l'on m'en fait me touche de manière inattendue. Je pensais que ça allait rester quelque chose d'assez nombriliste, parce que c'est mon histoire après tout. Je me dis, ça va me faire du bien. À moi, peut-être à mes parents, et basta. Il s'est passé quelque chose qui m'a dépassé. J'étais touché par la grâce. Je dirais ça. Pas par la grâce de Dieu, parce que j'en veux à Dieu, mais j'ai tout touché par la grâce. Quelque chose qui m'a dépassé, parce que je ne suis pas auteur, je ne cherche pas à faire de l'effet, mais ça a eu un effet qui m'a dépassé. Et comme tu le dis, voir les gens aussi émus à la fin du spectacle, venir me remercier, et je vois des gens qui viennent, qui reviennent, qui ramènent d'autres personnes. On est tous concernés par la mort d'un proche. C'est indéniable. Après, comment on le dépasse? Alors, avec le recul, effectivement, pour moi, c'est une déclaration d'amour. C'est une grande déclaration d'amour de pouvoir dire je suis encore là auprès de mes parents en leur manifestant mon amour, ma présence, mon soutien, et eux me manifestent le leur. Je suis encore là, j'existe sur scène. Je me donne les moyens d'exister sur scène. Je suis entouré, je suis en état de vie. Je vibre. J'ai transformé, c'est comme si j'avais transformé cette vibration initiale, qui est celle du choc sur la tête, et j'en ai fait des vibrations, d'autres vibrations. J'ai utilisé cette vibration et je l'ai transformée. Quand on parle de la pièce, je sais combien parfois il peut être difficile de dire mais bon viens voir la pièce, ça parle de la mort d'un enfant, et les gens ils ont pas envie de parler de ça. Et peut-être qu'effectivement il s'agit de notifier que ce n'est pas que ça. C'est surtout comment on se relève d'un trauma, comment on se relève d'un tsunami émotionnel et psychique et physique, parce qu'on est endolori. Tu parlais de mémoire cellulaire, et on peut s'en relever. La vie continue différemment, mais elle continue, et il y a espoir en tout un chacun. Il y a espoir à se faire vibrer différemment, à transformer cette vibration et à écouter la vie différemment. Alors, être sur scène avec ce texte-là, c'est très particulier. Que l'on m'applaudisse à la fin et qu'on me remercie à la fin, je me dis, mais c'est terrible quand j'y pense. Alors, je sais bien que les gens n'applaudissent pas le drame qui nous est arrivé. Ils applaudissent parce que ça les a touchés, parce que ça leur a parlé, parce que
sur scène, je mets un point d'honneur à être juste, et donc ça les touche, ça vibre, on vibre ensemble. Mais je me dis, mais c'est terrible. Il a fallu que je me serve de mon histoire pour vibrer comme ça sur scène. Et là, pareil, je ne l'avais jamais imaginé avant. Je ne me suis jamais dit, je vais écrire un texte pour faire pleurer dans les chaumières et attirer l'attention sur moi. Non. Et là, je pense que il ne s'agit pas de faire pleurer dans les chaumières, mais il s'agit de soulager les cœurs, peut-être. Peut-être que ce texte et la façon que j'ai de le présenter aussi frontalement peut soulager les cœurs endoloris. En t'écoutant parler et dire que c'est terrible de toucher des gens et d'être applaudi sur cette histoire, moi je trouve au contraire que la force elle est là. Ce que tu racontes, ça touche les cœurs et c'est sans phare. Ta mise en scène est très intimiste. Il y a quelques objets, il y a un peu de lumière, il y a de belles musiques. Tout est très juste et justement, ça va au cœur. Et c'est ça la force de ton message et de la manière dont tu l'as mise en scène. Oui, alors justement, tout le talent revient à Rémi Cotta qui m'accompagne depuis plusieurs années. Il fait partie de ces personnes solides et fidèles dans mon travail et dans l'amitié. Et Rémi Cotta, c'était la seule personne en qui je pouvais déposer ma confiance pour me mettre en scène dans ce texte-là, parce qu'il me connaît, il connaît mon histoire, et il a cette qualité d'écoute, et en même temps, cette qualité de savoir se mettre en retrait, de ne pas mettre en exergue son ego de metteur en scène. Il a simplement mis en exergue le texte, et il a été à mon écoute, et il m'a construit cet écrin que je lui proposais avec un texte, avec une musique, et je lui ai fait entièrement confiance, et j'en suis très heureux. Et justement, il a fait les choses avec beaucoup de finesse et d'écoute, et ça, pour moi, c'est ce que je pouvais attendre de mieux d'un metteur en scène, voilà, qui est en plus un ami qui m'accompagne dans ce chemin de vie. Alors, tu sais, ce podcast, c'est un podcast de ressources aussi. Quelle serait, je sais pas, ta clé, une recommandation, un conseil, si tant est que tu le sentes, hein, bien sûr, à partager après ce trajet de vie qui a été le tien aux frères et aux sœurs endeuillés? Je constate aujourd'hui que je peux parler de mon frère, je peux parler de l'accident, je peux parler de mes parents, en public, en tête-à-tête comme aujourd'hui, sans m'effondrer. Avant, c'était impensable. C'était le simple fait de parler le 9 mars, c'était affolant. Tout ce qui touchait le prénom José, tout ce qui pouvait toucher de loin ou de près la mort de mon frère était insupportable. Au fil des années, avec le travail de la parole en psychanalyse et le fait d'affronter aussi les choses comme j'ai pu le faire en travaillant sur ce texte-là. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde écrive un texte, mais on peut échanger. Le fait d'entendre parler l'autre nous permet de relativiser, non pas d'amoindrir la douleur, mais simplement de relativiser et d'entendre que de s'entendre. On s'entend à travers la parole de l'autre. Donc les moments d'échange, il y a des forums, il y a des associations qui travaillent sur le deuil, me semble être un lieu vraiment un lieu à rechercher quand on est dans cette situation de douleur. Et surtout les frères et sœurs endeuillés. Moi, quand j'étais enfant, je voulais rencontrer des gens comme moi. Je ne savais pas que ça existait. Même si j'en avais croisé, mais tout faisait que je n'étais pas en contact avec des frères et sœurs endeuillés. Pourtant, la famille de l'autre petit garçon il y avait resté un frère et une sœur, mais on n'en parlait pas là non plus. On n'en parlait pas. Donc la société a évolué, heureusement, et on peut maintenant. Avant, je pense, on s'occupait surtout de la mère. On disait oh là là, la pauvre, elle a perdu un fils. Donc la mère. Après, c'était le père, et après, beaucoup plus loin, les frères et sœurs. Or, l'évolution de la santé mentale, de l'étude de la santé mentale, nous dit clairement que
au moment d'un traumatisme comme le deuil d'un enfant dans une famille, tous les membres sont affectés sur le champ. Et donc, il faut s'occuper de tout le monde. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, j'encouragerais à prendre la parole, mais prendre la parole où on peut prendre la parole, où on est, et ne pas chercher à faire plus que ce qu'on peut supporter. Avant, j'avais tendance un peu à faire du prosélytisme quand j'ai commencé à psychanalyser. Ah bah oui, mais non, avec le recul, je me rends compte, non, que chacun aille à son rythme, en fonction de ce qu'il peut supporter, de ce qu'il peut entendre, et se faire confiance aussi, parce que parfois on se rend compte que finalement, on est arrivé à dire des choses et à entendre des choses qu'on pensait être incapable de dire ou d'entendre. Or, c'est faux. Nous avons une capacité, nous avons une force qui est... moi, j'avais des forces insoupçonnées. Je pensais que j'allais m'effondrer. Et moi-même, avant de monter sur scène le soir, je me dis, mais comment, mais quelle audace, mais comment puis-je faire ça? Et je dis, mais c'est fou, je vais monter sur scène avec mon frère. Et si tout ce que j'ai fait jusqu'à présent m'a amené à ce moment-là de scène, de partage avec mon frère sur scène, c'est que j'ai pris le bon chemin. C'est ce que je pense. Je me dis, si c'était pour arriver jusque-là, je ne regrette ni mes erreurs de parcours, ni mes errances, ni les personnes négatives ou dans tous les cas toxiques que j'ai pu laisser entrer dans ma vie. On se dit, ah là là, mais non, je pense que tout ça a contribué à un moment donné à m'atteler à être le plus juste possible et à faire en sorte d'offrir la meilleure part de moi à l'artiste que je suis. Et ne pas oublier que quand je suis sur scène, je suis un artiste avec une expression. C'est ce qui fait que parfois que après le spectacle, les gens sont certaines personnes peuvent être un peu troublées de voir avec quelle rapidité je récupère mon état civil. Donc, mais parce que c'est pour cela que je suis un artiste sur scène, et sinon je serais schizophrène ailleurs. Je le suis un peu schizophrène, mais dans tous les cas, c'est ce qui me permet, c'est ma barrière contre la folie. C'est le fait d'utiliser de la technique et mon savoir-faire de comédien qui fait que j'en fais un moment de catharsis avec le public et puis j'en ressors. Et pour pouvoir en parler, pour pouvoir échanger à ce sujet. Merci. Alors la dernière question que j'aimerais te poser, c'est si tu te retournais et que tu rencontrais ce petit Miguel-Ange de 2 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Je lui dirais combien je l'aime et je lui dirais de continuer à croire en lui et en ses rêves. Donc je lui dirais simplement, vas-y, tu es sur le bon chemin. Merci beaucoup pour ce joli entretien. Et je vous recommande vraiment d'aller voir Mon petit grand frère. D'ailleurs, pourquoi ce titre ? Quand j'ai écrit ce texte, je n'avais pas de titre au départ. Et à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je... Et c'est le dernier mot de la pièce, mon petit grand frère. Parce qu'effectivement, moi j'avais un grand frère, mais qui est devenu petit, puisque je suis devenu plus grand que lui, par la force des choses, j'ai grandi. Donc il restera toujours mon petit frère, mais il sera toujours mon aîné. Donc mon petit grand frère, ça m'est venu, je me dis c'est ça le titre, mon petit grand frère. Et j'aime beaucoup ça parle. On me dit que ça parle, mais dans tous les cas, il fallait que ça me parle à moi avant tout. Et oui, ça restera mon petit frère, mais c'est l'aîné. Alors allez voir cette pièce qui est une formidable leçon de résilience, vous l'avez compris. Une déclaration à la fois sincère, pudique et d'une grande puissance émotionnelle. J'espère que vous aurez envie de programmer ce spectacle chez vous pour qu'il tourne en France et en francophonie, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est tous les lundis jusqu'au 9 mai à 21h au Théâtre Essaillon à Paris. Et n'hésitez pas à proposer à des proches, à des amis. Il n'y a pas besoin d'être endeuillé pour profiter de ce magnifique moment de théâtre et d'humanité. À bientôt. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître.
Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.